Bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Startcom. Vous le savez, cette émission a pour mission de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci peut vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de l'émission Startcom, nous parlons de la crise politique en Guinée avec cette question notamment de dialogue politique qui divise les acteurs politiques guinéens. Il faut dire qu'après les échecs dans le combat contre le troisième mandat, l'opposition guinéenne a l'air d'être en perte de vitesse face au pouvoir d'Alpha Condé. Les leaders de l'opposition n'arrivent pas à s'entendre sur l'attitude à tenir face aux enjeux du moment, laissant libre cours à Alpha Condé de dérouler son programme de société. Et pourtant, si vous prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a un dialogue politique qui a été engagé entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques de l'opposition en vue d'une sortie des crises. D'ailleurs, l'opposition ivoirienne annonce sa participation aux législatives de 2021 prévues au mois de mars. Et nous, dans cette émission, on pose le débat. Faut-il s'inspirer de l'exemple ivoirien pour tourner définitivement la passe du troisième mandat en Guinée? La mise en place d'un gouvernement d'union nationale est-elle la solution pour sortir la Guinée de la crise? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Merci de nous garder dans vos cœurs et pourquoi pas de nous magnifier votre fidélité à la télé du 21e siècle et plus particulièrement à cette émission Startcom. Alors, on a des invités aujourd'hui dans cette émission, au téléphone, mais également sur ce plateau. D'abord, on va commencer par l'invité qui est avec nous sur le plateau, n'est nul autre que l'honorable Boubacar Sidiki Diallo, président du parti Union pour le Mouvement Populaire, UMP. Honorable, bonjour et bienvenue dans l'émission Startcom. C'est le plaisir pour moi quand même de vous recevoir parce que ça fait un peu bail que vous avez disparu des radars de Startcom. Ouais, bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Apparemment, quand on est député, ça se sent. Vous avez changé de mine. La mine reste la même. Non, mais peut-être les occupations. Ça c'est un peu amélioré. Peut-être que j'ai dépéri parce que le poids du travail. Ouais. On vient de voter votre budget. Merci d'être là avec nous. On aura des invités au téléphone, notamment M. Salifou Bouavogui qui nous va être avec nous dans cette émission pour parler de l'affaire Foni Kemangue, mais aussi Kiamou Bogola Haba, j'allais dire, il est membre de l'ANAD, sera également dans cette émission. Mais il est avec moi dans cette émission, vous le savez, lui, c'est mon alter ego, complice tous les jours dans cette émission. Startcom, Azoka, Boubacar Azokaba, merci d'être avec moi dans cette émission. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau et d'être en face avec des députés comme l'honorable Boubacar Sidiki du Parti Union pour le Mouvement Populaire. Le moral. C'est vrai que le visage n'est plus le même. Ça se constate d'ailleurs, on n'a pas besoin de le dire. Ça c'est des pics direct. Des pics. Mais j'ai le dos large. Voilà. Alors, Azoka, pour parler de l'honorable Boubacar Sidiki Diallo, il faut rappeler quand même que il fait partie de ceux qui ne se sont pas présentés pour l'élection présidentielle. Notamment, on a vu même cette candidature annoncée de l'opposition parlementaire à l'époque qui devrait participer à l'élection présidentielle, finalement qui s'est rétractée en soutenant la candidature d'Alpha Condé. Alors, quelles sont vos impressions après? Disons donc, M. Sidiki, on peut l'appeler, peut-être le qualifier de politicien un peu atypique, quand je parle atypique, je pèse bien pas, non, je parle pas. Donc je dis atypique, puisque il faut, si on doit un peu faire une petite bio, c'est qu'auparavant, d'abord, il a commencé par le parti Nouvelle Force Démocratique avec Mokhtar Diallo, et puis il est passé par d'abord le Conseil national de la transition, avec l'appui du parti à l'époque NFD, il a participé à ce Conseil national de la transition. Ils ont élaboré la constitution de 2010. Donc ils ont on sait la suite. Mais ce qui a été remarquable, lorsque l'opposition avait eu des problèmes avec le pouvoir à l'époque, il fait partie de ces députés à l'époque qui ont accepté, suite à la demande de l'opposition, de quitter le Conseil national de la transition. Ça lui avait même valu quelques inimitiés, puisque je pense que ça peut être une des raisons de son départ de NFD parmi tant d'autres. Et puis, il a quitté les Nouvelles Forces Démocratiques, il a créé l'Union pour le Mouvement Populaire. C'est un parti qui a pu participer aux élections communales d'abord de
2018 avec, je pense qu'ils ont eu quelques conseils. Ils avaient pu quand même présenter un jeune à la commune de Matoto. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque parce que dans la plupart des partis politiques, on utilise les jeunes beaucoup plus pour les meetings, pour la mobilisation, mais on ne les met pas au devant de la scène. Et là, ils avaient réussi à mettre un jeune devant pour la candidature à Matoto. Ils ont quelques députés. Et puis bon, après, naturellement, la politique... je rappelle qu'entre-temps, en 2015, M. Sidiki a été, si je ne me trompe, il rectifiera, je pense qu'il avait signé une alliance avec Sidya Touré, qu'il a soutenu pour la présidentielle. Et puis, lorsque, je crois, Sidya a rejoint le camp Alpha, il y a eu encore quelques bruits, et après... Naturellement, il a essayé de voler de ses propres ailes. Il a rejoint l'opposition, tout ce qui a été dit. Ça n'a pas passé. Je pense que c'est un transhumant politique les qui en passe. Voilà, le car, c'est le FNDC, le combat, parce qu'il faut rappeler, il a combattu dans la défense de la Constitution de 2010, parce qu'il y avait ces collectifs des anciens membres du Conseil national de la transition. Ils étaient là, ils ont combattu. Mais bon, la politique, c'est aussi les intérêts. Et puis bon, il a pensé que le mieux, c'était d'aller avec le collectif des acteurs, je crois, le CAR, avec d'autres. Ils ont accepté de partir à ces les consultations. Et c'est là il y a eu cette fracture entre le CAR, le FNDC, puis l'autre opposition qui était regroupée autour de Cellou d'Alain Diallo. Et voilà, ils sont allés dans ce double scrutin du 22 mars. Finalement, du CAR, on a créé la CAP et la CAP s'est retrouvée. Ils se sont retrouvés aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un parcours qu'on peut dire plus ou moins intéressant. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, il est en face de nous. Justement, voilà, cette question. Il est député à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, cette question. Peut-être il faut que. Peut-être est-ce qu'on n'a pas écorché un peu le parcours? Le parcours et le vous avez écorché, vous avez écorché des partis. Mais je rappelle substantiellement que j'ai prêché dans toutes les paroisses politiques. D'accord? Mais je ne suis pas transhumant. Je n'ai adhéré dans aucun parti. J'ai participé à mettre en place des mouvements pour poser une lutte qui a un sens. Le combat pour le respect des droits, des valeurs et des institutions de la République. Mais à chaque fois que je rentre dans un ensemble politique, je précise la lettre d'acceptation, d'adhésion à l'opposition républicaine. Si vous la lisez, je dis toutes les fois que cette alliance respecterait les lois et les institutions de la République, je ferai mienne de l'ensemble des actes et des discours de l'alliance. Mais toutes les fois qu'ils poseront des actes contraires à la loi, j'émettrai un avis divergent. C'est très clair et c'est écrit dans la lettre. Alors, en 2010, j'ai accompagné le candidat Cellou d'Alain Diallo. Je croyais à son combat et je l'ai soutenu. Et durant en 2015, j'ai accompagné le candidat Sidya. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas parce que Sidya était à la mouvance que je l'ai quitté, c'est parce qu'il a désavoué un écrit qu'on a signé. Pour moi, tu ne peux pas être digne de confiance quand tu as signé un document et tu viens verbalement le nier. Donc je ne pouvais plus continuer à être avec lui. C'était quoi En fait, l'alliance entre Sidya et nous, l'UFR et nous, c'était de l'accompagner à l'élection présidentielle et qu'à la prochaine élection communale et les prochaines élections législatives, on allait ensemble faire des listes communes et combattre ensemble. Dès lors qu'on l'a accompagné à l'élection présidentielle, il n'a pas gagné. Il a trouvé un compromis avec le président. Ils ont mis fin à tous les accords. Donc pour moi, c'était une trahison de l'accord qu'on a signé. Et puis après, en 2017, j'ai été invité par El Cellou à rejoindre l'opposition républicaine. Nous avons posé des conditions claires qu'on a écrites. On ne nous a jamais répondu par écrit, mais on nous a dit travaillons et après on va donner suite. Et donc on a travaillé et lorsque le président a dit, et nous avons participé à mettre en place comment on appelle ça, le FNDC. Nous, on l'a créé ici. Ensuite,
j'ai, avec mes collègues anciens membres du CNT, dans le cadre du collectif des anciens membres du CNT, nous avons rejoint le FNDC et arrivé à Bruxelles avec les jeunes dynamiques là-bas qui sont là-bas, nous avons créé le FNDC Belgique et on a inspiré la mise en place du FNDC Europe. Mais lorsque j'ai compris que le sens du combat n'était pas de défendre des droits, mais de combattre un homme pour des positions favorables à certains, donc je ne peux pas être l'outil, l'instrument de quelqu'un. Le président prend une disposition de la Constitution. Il dit on en fait usage. L'article 58 de la Constitution fait du Premier ministre le garant du dialogue politique et social. Il dit puisque ça ne va pas, j'instruis le Premier ministre à rencontrer tous les acteurs sociopolitiques et discuter, poser le débat, mais tous les débats sans tabou. Si ceux qui se battent pour protéger cette constitution-là, la respecter et faire respecter les lois, disent on refuse d'interférer à une injonction constitutionnelle, on a dit on ne se retrouve plus. Mais ils ont refusé de participer à ce débat parce que déjà le président violait déjà en annonçant un changement de la constitution, ça violait déjà une constitution que vous-même vous avez adoptée et défendue en 2010. Est-ce que le délit d'opinion existe? Vous avez la volonté de faire une chose que vous n'avez pas faite, jusqu'au jour où vous devez poser le premier acte vers cette infraction, vous n'êtes pas supposé être coupable de quoi que ce soit. Sinon, ça n'a aucun sens de dire que le délit d'opinion n'existe pas. Le président disait ses opinions, il voulait changer sa constitution, la constitution. Et moi-même, je n'étais pas d'accord à ce qu'il la change. Mais de là à refuser une injonction constitutionnelle pour des intentions du président, ce n'est pas justifié. Ne cherchez même pas à justifier ça. Non, je ne suis pas là donc, pour justifier. On a accepté d'aller rencontrer le Premier ministre. On lui a posé des questions. Les autres n'ont pas accepté. On a quitté pour créer le CAR, le Cercle des acteurs pour la République. Et après, l'objectif, c'était d'aider la Guinée à normaliser son existence. Le CAR, concernant la naissance du CAR, il s'est dit que oui, on vous a même considéré comme si vous étiez infiltré au sein du FNDC. Ok, sortez du FNDC, venez avec nous, accompagnez-nous aux législatives, puisque les autres ne veulent pas aller, on vous donnera des strapontins à l'Assemblée. Donc alors tout le monde était infiltré au FNDC, parce qu'aux élections présidentielles, on a sorti beaucoup du FNDC pour participer aux élections présidentielles. Comment voulez-vous penser que les mêmes causes vont engendrer des effets? Excusez-moi. Comment pensez-vous que les mêmes causes vont produire des effets différents? Si le fait pour nous de quitter le FNDC pour aller aux élections législatives, donc à une élection nationale, c'est donc le constat, ça veut dire qu'on a été des pions. On a négocié. Mais ceux qui ont quitté le même FNDC pour aller aux élections présidentielles, ils ont négocié aussi. Alors, peut-être. Alors, ça veut dire que tous les politiques qui ont participé aux élections nationales ont été négociés. Alors, où est l'opposition guinéenne? Alors aujourd'hui, la question qui reste posée dans le débat politique en Guinée, Azoka, c'est la question du dialogue. On le sait aujourd'hui, il y a une sorte de division sur la question. Vous, sur la question en tant que député, mais également parce que vous n'avez pas participé à l'élection présidentielle, il y a quand même cette question que je vous ai posée avant de parler de dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé entre la candidature unique de l'opposition parlementaire et puis le ralliement de la candidature? C'était quand même une première dans l'histoire que des opposants soutiennent le troisième mandat d'un président en exercice, Azoka. Ça ne vous a pas étonné quand même? Bon, d'abord, il faut qu'on clarifie les choses. Nous, on n'a pas soutenu un troisième mandat. Vous êtes dans un pays, alors nul n'est censé ignorer les lois. Donc, vous ne pouvez pas agir comme si vous ignorez la loi suprême de votre pays. On connaît la Guinée a une constitution. On ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs ou pas? Vous êtes dans le passé. Non, revenez. On est dans le passé là. Avant d'âme la machine du temps. On est dans le passé là. On parle du passé là. Lorsque on décidé d'accompagner le professeur Alpha Condé, on était déjà dans la 4e République et nous étions dans l'Assemblée. Donc l'élection législative était consommée, le référendum était consommé, la nouvelle constitution était valide. Vous ne pouvez pas être de l'opposition et que vous soutenez la candidature du président. Permettez-moi d'aller au bout de... Oui. Vous savez, en politique, il y a ce que vous voulez, il y a ce qui est nécessaire pour le pays. Alors moi, j'opte toujours ce qui est nécessaire pour le pays. Ma volonté, c'est de m'opposer à ce gouvernement-là. Et je l'ai fait pendant 10 ans.
Mais mon constat était que toutes les personnes avec lesquelles je me suis accommodé dans l'opposition ont trahi notre confiance et le sens du combat que nous menons. Je ne suis pas cette populace qui continue à jeter des pierres sans poser des questions à leur leader. Moi, je suis leader, je réfléchis, je calcule, je mesure, je dose. Et après, vous allez là où j'applique. Vous allez là où vos intérêts. Alors, lorsqu'on dit le président Alpha Condé ne doit pas tirer son mandat, c'était le slogan du FNDC, auquel j'ai participé à la création. On a dit le président Alpha Condé ne va pas faire un 3e mandat. Mais on voit que les mêmes acteurs, les plus hargneux, ceux qui constituaient l'essentiel de la confiance du peuple dans la colonne, là même, la colonne vertébrale, c'est là même. Alors, eux, ils tirent leur mandat. La Constitution, je fais partie, j'ai eu le privilège de rédiger la Constitution. Vous parlez de ces députés qui ont accepté de proroger. Les députés qui ont prorogé leur mandat. C'est illégal, c'est injuste. C'était du vol national. Et eux, ils l'ont fait. Et pendant qu'ils bénéficient de ces avantages, Alpha Condé qui avait voté, même si quelqu'un, la loi qui avait été envoyée à la Cour constitutionnelle qui a dit bon voilà, écoutez, ils peuvent aller. Suivez-moi. Voilà. Vous avez rencontré Alpha Condé avec un document, partir à la Cour constitutionnelle pour déposer ce document. C'est lui qui a levé le main de tous les députés pour voter et adopter le règlement intérieur de l'Assemblée. N'allons pas dans la vindicte populaire. Il y a un acte qui a été validé par la Cour constitutionnelle. Azoka, oui, Azoka, qui sommes-nous ici? Je suis leader politique, vous êtes des leaders d'opinion, vous êtes de très grands journalistes. Alors, quand on doit échanger pour éclairer le peuple, on ne dit pas ce que le Guinéen ignorant dit. On informe l'ignorant de ce qui est vrai, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, l'Assemblée est restée 4 ans sans règlement intérieur. 4 ans, elle fonctionnait dans l'illégalité parfaite. D'accord? Alors, à la fin de la 4e année, quand ils ont su qu'il n'y aurait pas d'élection législative à temps, ils ont inventé un mécanisme dans une loi organique pour violer une disposition de la Constitution. On va revenir avec vous dans cette émission. On ne comprend pas cette position. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais pour aller au-delà des explications de l'honorable qui est notre invité aujourd'hui, Boubacar Sidiki Diallo. On marque une courte pause, on revient juste après ça. De retour dans cette émission, on est toujours avec notre invité, l'honorable Aboubacar Sidiki Diallo, président du parti UMP. Alors, Azoka, on parle de... Oui, je disais que c'est vrai tout ce que vous dites, mais le Parlement avait voté cette résolution, mais il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle concernant cette prorogation du mandat de ces députés. Mais sauf que l'arrêt là n'était pas juste, parce que pour prolonger le mandat d'une institution républicaine, il faut 2 cas. Le premier, il faut une force majeure qui empêche la tenue des élections. Le deuxième cas, il faut qu'il y ait des faits sérieux et importants qui justifient le report. Et dans l'arrêt là, la Cour dit n'avoir pas vu les 2 dispositions là. Elle dit par ailleurs, il y a une disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée qui donne allusion donc de regarder dans cette direction-là. L'arrêt est très clair. Maintenant, eux, ils ont regardé le sens qui leur était favorable. Mais la morale, c'est quoi? Et la légalité? La Constitution dit que le mandat du président et des députés, c'est 5 ans. Point barre. Ensuite, le FNDC disait, nous sommes le Front National de lutte pour la Constitution. Il porte le nom. Et quelqu'un viole les dispositions constitutionnelles et est dans son sein. Mais il couvre tous ces partis-là parce qu'il y a une manne financière qui circule. Oui, mais ce n'est pas parce que le FNDC ou les députés ont prorogé les mandats qu'on va alors dire à Alpha, oui, toi aussi tu as le boulevard. Moi, nous avons soutenu le professeur Alpha Condé pour une seule raison, unique mais suffisante. On ne l'a pas soutenu pour dire que tout ce qu'il a fait de mauvais est bon. On ne l'a pas soutenu pour dire que tout ce qu'il fait est bon. C'est un être humain comme tous les autres. Mais on l'a soutenu parce qu'il a dit, après ma mission, je me battrai pour que votre génération vienne aux commandes. Donc, assurer une relève encore que c'est sa génération qui est présidente à l'Assemblée nationale.
Amadou Damarou Kamara n'est pas de votre génération, mais c'est... Excusez-moi, le président ne peut pas prendre une baguette magique, faire disparaître tous les vieux dans ce pays-là. Il y a un processus. Aujourd'hui, cette assemblée a plus de jeunes dans l'histoire de toutes les législatures guinéennes. Ça, c'est déjà une marque qui dit qu'il est dans la direction... Des jeunes de quel âge à quel âge? Bon, si on dit jeunes, de 0 à 35 ans, hein, 35 ans, c'est là. Après 35 ans, vous n'êtes plus jeune. Azoka, cette assemblée a beaucoup plus, en majorité de personnes de 0 à moins de 50 ans, que de plus de 50 ans. Donc pour moi, c'est une première en République de Guinée. Donc ça marque sa volonté de rajeunir. Aujourd'hui, le gouvernement là, il est plus jeune que tous les autres gouvernements antérieurs du pays. Alors, parlons. Et regardez dans l'administration. Alors, s'il a posé tous ces actes sans me demander mon avis, et qu'il vienne dire, voilà, maintenant pour la gestion de la présidentielle, dès que je finis ma mission, je ferai en sorte que les jeunes récupèrent. Alors, le sens de notre combat, c'est pas contre Alpha Condé, ni contre un autre opposant qui veut revenir encore aux affaires. C'est vos intérêts que vous défendez. Non. C'est de faire un changement générationnel pour changer en même temps les perceptions et les idées. La Guinée, vous ne pouvez pas utiliser par la tête. C'est ce qu'Alpha Condé dit. Donc le changement générationnel devrait commencer par la tête. Écoutez-moi. Quel que soit l'issue, un homme, vous pouvez être amputé de tous vos membres. Tant que la tête est là, vous pouvez être encore un homme vivant. Mais quand on coupe la tête, tout meurt. Alors, moi, je suis d'accord à ce que Alpha Condé finisse sa mission et qu'il amène un jeune, que de recycler des gens qui ont dirigé ce pays, auquel on demandait ce qu'on demande aujourd'hui à Alpha Condé, et qui veulent revenir encore à leur avantage perdu. Je ne vais pas me battre pour ramener des gens qui, dans la lutte, n'ont pas été corrects. Ce n'est pas dans l'exécution du pouvoir qu'ils vont être corrects. Alors, honorable, on va parler de ce sujet. Tout simplement, nous avons perdu confiance dans cette lutte-là. Ils nous ont tous trahis. Bien. Et aujourd'hui, et vous aussi, vous avez trahi. Oui. Alors, on a trahi qui? Alors, c'est que vous accusez d'avoir trahi. Non, mais quand quelqu'un te trahit, tu le quittes. C'est aussi simple que ça. Et le fait de quitter quelqu'un qui t'a trahi, ne fait pas de toi aussi quelqu'un qui trahit. Alors, il y a cette question, c'est vrai. L'homme auquel vous avez cru là, Alpha Condé, pour notamment le soutenir, parce qu'il nous a promis gouverner autrement, l'alternance d'une nouvelle génération. Mais on a vu que le troisième mandat s'annonce avec des pratiques aussi, c'est pas inattendues. On parle des arrestations, on parle des interpellations. Aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui sont arrêtées au sortir de l'élection présidentielle. Voilà, quelle est votre lecture notamment de cette citation? Bon, moi je crois en une chose. Le principe pour tout citoyen, c'est la liberté. La prison, c'est l'exception. Mais dans la gestion de l'État, vous ne pouvez pas envoyer des connotations politiques ou bien sociales. Non, ça ne marche pas. Quand vous serez président, vous serez amené à prendre des mesures. Il n'y a pas que le président qui décide. Je ne pense pas que le président, toutes les personnes qui sont en prison, le président ne les connaît pas tous nommément pour donner des instructions fermes, arrêter Paul, Pierre, Amara, Zaoro. Non. Mais il y a des services de renseignement qui travaillent, il y a des services qui travaillent. Ils peuvent bien faire leur travail comme ils peuvent le faire avec zèle. C'est au juge de déterminer le degré de culpabilité. La justice guinéenne, maintenant, vous pouvez ne pas croire à la justice. Oh, mais c'est une évidence. Une chose est juriste, vous connaissez comment ça fonctionne. Le pays où les droits et les libertés sont plus respectés au monde, c'est les États-Unis. Vous avez vu tout dernièrement, le président de ce pays est en train de crier au vol. Donc c'est pour vous dire qu'il est face à une procédure aujourd'hui. Là-bas, il y a une justice parce qu'il y a des lois qui sont respectées. Vous savez bien que Donald Trump est face à une Vous souffrez de m'écouter? Allez-y, nous sommes là pour vous écouter. Aucune justice n'est divine. C'est seul Dieu qui détient la vérité. Les hommes cherchent à approcher la vérité. Dans cet exercice-là, il peut y avoir des faits vrais établis, comme il peut y avoir des dénonciations ou des accusations. Ce que je demande, que tous ceux qui ont été arrêtés comparaissent devant un tribunal et qu'on respecte leurs droits et qu'on leur permet de se défendre. Maintenant, au-delà de ça, vous et moi, on ne fera que spéculer. Et moi, je ne vais pas jeter dans le populisme pour dire libérer tout le monde, ou bien tout le monde est coupable. Je ne rentre pas dans ça. Quand le juge dit que vous êtes coupable... Voilà, le procureur a requis
1 an d'emprisonnement ferme, mais on sait, avant lui, il y a déjà 3 personnes qui sont mortes en détention. Il faut rappeler qu'il y a Souleymane Kondé, qui est activiste du FNDC, qui était aux États-Unis. Je parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, justement. Il a écopé d'1 an d'emprisonnement avec son ami Djubaté, plus 20 millions d'amende. Il a déjà fait 4 mois en prison. Il avait été arrêté lorsqu'il a lancé son mouvement diversité républicaine de Guinée. On l'accuse entre autres de divulgation de fausses nouvelles, ceci, cela. Donc il y a déjà ce cas qui a été jugé aujourd'hui. Et puis je pense lundi on a eu aussi le cas de Fonike Mangue Oumar Silla. Le juge a requis lui aussi pour 1 an, je crois, d'emprisonnement. Ferme. C'est quand même. Et puis voilà, mais lui aussi c'est pour attroupement illégal. Donc c'est pour des faits quand même qu'on peut gérer de façon ordinaire, qu'on constate aujourd'hui que des activistes, des politiciens sont arrêtés. C'est vrai que pour les cas qu'on avançait tout à l'heure, Ousmane Gawal, Ibrahima Chérif Ba, Étienne Soro Pogui, Abdoulaye Ba et Selou Baldé, eux, ils sont accusés de faits entre autres de fabrication d'armes, de provocation de troubles, etc. Ça peut être des faits plus graves, mais pour Fonike Mangue quand même, pour Souleymane Kondé, je pense que s'il y a une justice équitable, s'il y a des bons avocats, je parle sous le contrôle d'un avocat qui est en face de moi, puisqu'il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il pourrait peut-être bénéficier d'une liberté peut-être conditionnelle pour les 6 mois qui restent, en tout cas pour Souleymane Kondé et Fonike Mangue. On attend de voir ce que le verdict le jugement dira. Pour le moment, c'est la réquisition du procureur qui a été donnée. Le juge peut peut-être estimer que les faits qui ont été démontrés ne sont pas de nature à le renvoyer en prison, et donc ils vont Monsieur le Président, est-ce que tout ceci ne pourrait pas être en contradiction avec vos espérances lorsque vous soutenez Alpha Condé pour notamment ce mandat de plus, voilà, parce que quand même ça s'annonce... Mais tout ce qu'il a dit dénote qu'il ne maîtrise pas le droit. Non, je ne suis pas un juge. Je sais, c'est ce que je dis. Il le dit sous votre contrôle. Il est journaliste. En fait, après son résumé, vous dites si tout cela ne peut pas quand même... voilà, c'est comme si... tout est relaté les faits. Exactement. Vous les avez bien relatés. D'emprisonnement. J'ai compris. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement pour Fonike Mangue, c'est ça? J'ai compris ça. En fait, sur un point de vue journalistique, vous avez été brillant. Vous avez bien résumé. Mais sur un point de vue du droit, laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, lorsque le juge prononce une peine, prenez le code pénal ou le code qu'il a visé, lisez l'infraction et voyez la peine réservée pour telle infraction. D'accord? Alors, au cours du débat, il y a des preuves, il y a des arguments. Tout le monde n'est pas mouvance dans le tribunal. D'accord? Maintenant, lorsque il est accusé d'un fait, on vise une disposition et on veut appliquer les dispositions contenues dans cette loi avec tous les effets, alors vous n'allez pas dire, mais oui, malgré tout, il faut lui donner un sursis. Le sursis est assujetti avec certaines conditionnalités. Le juge, au-delà des faits, il doit voir les intentions. Donc l'appréciation dans un jugement, ce n'est pas mécanique. Il y a beaucoup d'autres faits qui entrent en considération pour gagner une circonstance atténuante ou aggravante. Donc on ne peut pas juger le juge. Mais ce qui reste évident, il y a 3 paliers de recours. Il a l'appel et il a le pourvoi en cassation. Donc tout n'est pas perdu. Si ces avocats sont bons et ils montrent le bon droit de la bonne manière, je pense qu'ils ne vont pas trouver 3 magistrats à cœur de pierre. Ils vont trouver un humain quelque part qui va reconnaître. Et je crois à ça. Là, c'est le juriste qui parle. Et c'est le bon citoyen qui parle aussi. Moi, je crois en une chose, à la vertu des institutions. Avant, vous avez vu aux États-Unis, j'aime donner l'exemple parce que c'est un peuple qui s'est battu pour conforter ses droits. Aux États-Unis, c'était les esclaves qui avaient à un moment droit de porter plainte contre des Blancs devant un tribunal blanc. Mais c'est comme ça que le droit a évolué. C'est comme ça que la lutte a prospéré. Et c'est comme ça que l'Amérique a fortifié ses institutions en croyant à sa justice. Mais si nous, tout le monde jette la pierre à la justice, et on veut quoi alors?
le chaos. Sans la justice, c'est le chaos. Et dans le chaos, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de droit. Donc ce pourquoi on se bat, on ne l'obtiendra jamais. Vous l'avez compris, c'est notre invité du jour. On n'a pas jeté la pierre. L'honorable Boubacar Sidiki, président du parti EP. Alors, Azouka, on parle du dialogue politique sur lequel les avis sont divisés en Guinée. Bon, oui, les avis sont divisés, comme la classe politique guinéenne est divisée. C'est ça aussi le constat d'ensemble. Depuis quand même que le président a tenu son discours de Nouvel An, on attend de voir la réalisation de cet acte de dialogue. Pour le moment, ce ne sont que certains partis politiques de l'opposition qui essayent de se battre sur le terrain. On a vu la sortie du parti Union des Forces Républicaines. Il y a également le BL. Voilà. On voit aussi comment le bloc libéral de Dr Famille Mono, l'IDRG, il essaye de rassembler le maximum de personnes ou de personnalités afin d'aller vers ce dialogue qui est tant souhaité par tous les Guinéens, parce que aujourd'hui je pense que l'élection, bien avant l'élection du 10 octobre, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de violences. On est arrivé à l'élection, on connaît tout ce qui en est suivi, avec tout son corollaire de violence. Le dialogue, il est intéressant, il est important d'aller à ce dialogue. Maintenant, c'est de savoir autour de quoi il faut dialoguer. Justement, c'est la question qu'il faut poser. D'abord, moi je vous dis que je suis foncièrement contre toute idée de dialogue. Mais substantiellement opposé à toute idée de dialogue. Pourquoi? Je le dis toujours, il faut que nos politiciens soient cohérents. Lorsque le président a demandé d'aller à la concertation, tout le monde s'est évertué et ils se sont tous égosillés à dire qu'il n'y aura pas de dialogue. On ne négocie pas, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de rencontre. Point barre. Ils ont intenté tout ce qu'ils voulaient en violant et en refusant de reconnaître les mécanismes légaux et toutes les interventions d'apaisement. Ils n'ont pas pu empêcher les élections, ils n'ont pas pu saboter, ils n'ont rien pu faire. Maintenant qu'ils ont tout perdu, ils disent on tend la main pour dialoguer, le pays est bloqué. Mais quel est le pays qui est bloqué? Le pays n'est pas bloqué. Toutes les institutions fonctionnent. Écoutez-moi. Dites-moi. L'économie est au ralenti aujourd'hui. Toutes les économies du monde sont au ralenti. Bon, je ne parle pas de... Est-ce que c'est par l'effet politique que notre économie est ralentie? Beaucoup plus par l'effet politique. Aujourd'hui, vous avez cette impression. Oui, j'ai l'impression. Je vous informe que la Guinée fait partie des 5 pays africains dont l'économie a plus résisté à la pandémie. Par sa solidité. Ça, c'est la dernière publication de Covid, notamment. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des prévisions. Non, c'est des faits établis. Sinon, aujourd'hui, il y a des économies qui se sont écroulées. D'accord? Maintenant, si des experts établissent une chose et des journalistes disent le contraire... Non, nous on est sur le terrain. Regardez, vous êtes sur le terrain. Regardez, je vous donne un exemple. On va pas prenons l'exemple de ce commerçant. Je donne mon opinion sur le dialogue. Vous dites que l'économie se porte bien. Cette philosophie-là. Non, ce n'est pas là, c'est la réalité. Des camions, vous êtes de Koundara, vous savez très bien que des camions, des commerçants sont bloqués aujourd'hui. Voilà, c'est des milliers de marchés. La ménagère reste. Voilà, c'est bloqué. L'économie ne fonctionne pas. L'économie du marché de Madina, ça ne fonctionne pas, mais c'est le fonctionnement de l'État est sous la bauxite, oui, je suis d'accord avec vous. Le fonctionnement de l'État est sous la charge de qui? Du président de la République. Oui. Okay? Laissez-le se plaindre du manque. Ah non, tous les fonctionnaires sont payés à temps, les impôts sont perçus à temps, tous les Guinéens ont la liberté de leur mouvement, sauf ceux qui ont des déboires avec la justice ou pour des faits de sécurité ou politiques. Bon, revenons au dialogue. D'accord. On va revenir au dialogue. Alors, ce dialogue-là, il y a eu ce dialogue. La Guinée a enfanté 5 dialogues les 10 dernières années. Ces 5 dialogues ont toutes eu des résolutions qui violent les constitutions de notre pays. On ne peut pas changer de constitution, promettre aux Guinéens de diriger autrement et revenir encore aux méthodes anciennes de violation de nos lois. Il n'y aura pas de dialogue. Ce que je demande au président... Parce que certains oui, parce que tous les dialogues... Peut-être c'est ça?
Non, mais attendez, c'est pas dans un dialogue qu'on va dissoudre l'Assemblée ou pas. Mais fait si personne ne peut dissoudre l'Assemblée, même le président de la République. On va revenir, honorable. On reviendra notamment sur la question notamment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Certains estiment que c'est la solution. C'est pas. Les députés là, ils veulent allez-y. Je vous rappelle que je suis le rare haut cadre qui a mis fin à ses fonctions. Bien. En démissionnant. On va revenir dans cette émission avec notre invité qui est déjà au bout de fil avec vous. Comme notamment le débat reste houleux sur ce plateau avec notre invité qui n'est autre que honorable Boubacar Sidiki Diallo. On aura dans cette deuxième partie notamment M. Kamon Bogola Haba qui est de l'ANAD également sera avec nous dans cette émission pour parler également de cette opportunité de dialogue qu'il faut désormais tenir en Guinée en s'inspirant. C'est la question. Faut-il s'inspirer de l'exemple ivoirien déjà qui tourne la page du troisième mandat? La réponse à la question, ça sera juste après ça. De retour dans cette émission et merci pour votre considération à cette émission et préférence pour Corpa Star 21 TV et cette émission pour sa troisième partie de ce numéro de l'émission Starcom. Malheureusement, nos invités téléphone ne pourront pas être avec nous. Ce n'est que partie remise car sur le plateau, j'espère que vous êtes bien servis avec un débat qui reste houleux avec notre invité qui est là. Alors, on parle de ce dialogue. Aujourd'hui, certains estiment que... Peut-être on va lui... La question ivoirienne, hein, ce qui s'est pas... la question de l'Assemblée nationale d'abord. La dissolution, oui, je suis d'accord. On estime que c'est l'une des solutions. Laisse ça de côté. Allez-y. Vous êtes pour ou contre? Non, ça me fait rire. Vous savez, je ne peux pas être pour parce que je respecte le droit et les lois. Les lois disent que pour dissoudre l'Assemblée, il faut qu'il y ait un problème persistant entre le président de la République et l'Assemblée. Et les mécanismes et les conditions sont bien définis. Tout ce qui échappe à cette disposition-là, je ne peux pas souscrire à ça parce que 1000 ou 1 million de gens en ont parlé. Mais pour la paix. Mais ça ne m'effraie pas. Pour la paix. J'étais membre... Mais pour la paix, la loi est faite pour la paix. On ne peut pas violer la loi et espérer récolter la paix. Aucune loi n'a incité à la guerre. Pourquoi il y a les lois? Les lois, c'est des facteurs d'équilibre. Maintenant, quand des gens tordus veulent tordre la main à la loi, comme ça s'est inventé ici, alors on rentre dans des compromissions et on fragilise la même paix pour laquelle on pense évoluer. On ne parle pas de paix quand on parle de violer la Constitution, violer les règles, violer les lois. Non, je ne souscrirai jamais à ça. Et dans un pays normal, vous avez... Alors, ce qui des fois me révolte, c'est quand je vois des acteurs de haut niveau que nous sommes, on va dans les autres pays. Vous n'entendrez jamais dire à quelqu'un, est-ce que tel a tendu la main à l'autre, est-ce que l'autre a accepté la main tendue, est-ce qu'il faut aller au dialogue, le pays est bloqué, donc il faut sortir de la crise. Il faut qu'on sorte de ça. On exige au président de respecter les lois et les droits des citoyens. Et on exige à toutes les institutions politiques de se ranger derrière les stipulations légales. Celui qui ne fait pas ça, on demande à la justice de le confondre. Point barre. Si on va dans cette pratique-là, on va réussir ce cap-là. Mais si nous-mêmes, la jeune génération, on est en train de spéculer sur dialogue, on a fait 5 dialogues qui ont violé la Constitution. Et personne ne tire la leçon pour dire on en a marre, il faut que ça s'arrête. Et on continue encore le dialogue. On crée une fausse psychose pour dire non, le pays est bloqué, ça ne va pas. Mais il n'y a pas de psychose. Il y a un blocage social, il y a un blocage. Okay. Laissez ce blocage politique, oui ou non? Parce que ce blocage, il est entre un parti, le parti au pouvoir, et 2 autres partis qui ne sont pas au pouvoir. Toutes les autres institutions politiques sont normales, à part le RPG, et l'UFR et l'UFDG. L'UFR est rentré dans les rangs. Il reste l'UFDG. Alors, de quel blocage vous parlez? Soyons réalistes. Montrez-moi quels sont les blocs qui sont là et qui empêchent les Guinéens de dormir. L'UFDG et du RPG. Maintenant, ce n'est même plus entre le RPG, excusez-moi. Est arrivé, selon les résultats de la Cour constitutionnelle, deuxième avec plus de 35%. Voilà, ce n'est pas petit. Il doit compter. Donc, si vous reconnaissez que la Cour a dit ça, non, j'ai dit et c'est l'institution habilitée à le dire. Les Ivoiriens ont compris, ils sont rentrés dans les rangs, ils acceptent le dialogue, ils promettent même d'aller aux prochaines élections. Et dans votre propre pays, des institutions politiques continuent à s'insurger contre les institutions républicaines et vous voulez qu'on
qu'on ne règle pas ça dans un domaine légal, mais qu'on passe au dialogue. C'est ce qu'on dit. Mais toutes les fois que les résolutions... Le dialogue aussi, ça fait partie pourquoi dialoguer et ne pas appliquer la loi? Des règles en démocratie. Attendez, le dialogue a quelle force si ce n'est pas violer la loi dans notre pays? Mais que chacun respecte les institutions. Il y a un citoyen qui est déclaré gagnant aux élections présidentielles. Mais d'abord que tous les Guinéens prennent acte et qu'ils reconnaissent ça et qu'ils respectent ça. Si un Guinéen ne respecte pas ça, il n'a plus la légitimité, il n'a plus la légalité de dialoguer. Il a des preuves qu'il a gagné. Il est fort de sa victoire. Fort de ce qu'il dit. On ne va pas rentrer dans la... Excusez-moi. Ça, c'est dans la propagande politique. Non, on ne fait pas. Nous, ici, non, c'est de la propagande politique. Vous avez rappelé que l'UMP a participé aux élections communales. Nous avons gagné. Ils nous ont volé 92 bureaux de vote invalidés injustement. Mais puisque la CENI a déclaré les élections, la Cour constitutionnelle a validé, j'ai dit on ne fera plus de recours. On respecte les institutions. Alors si un autre Guinéen ne veut pas souffrir de ça, je ne cautionnerai pas ça. Ce que je n'ai pas accepté pour notre institution. Mais la question qu'on vous pose, c'est de savoir aujourd'hui, avec toute cette crise, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas approcher ceux qui disent qu'ils ont gagné, leur faire comprendre réellement qu'il faut oublier cette parenthèse et on va avancer. Vous avez la prétention d'éduquer ceux qui n'ont pas accepté. Vous avez la prétention de les enseigner. Les médias, ça éduque aussi. Vous avez la prétention de le faire, alors faites-le. C'est les médias. Mais la loi n'a pas cette vocation. La loi, elle dispose, elle s'impose à tous. Quand elle dit c'est ça, tous ceux qui sont à l'encontre de ça méritent d'être jugés et condamnés. Alors moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait deux formes de Guinée. Si vous brûlez un sens interdit, on vous verbalise. Si vous tuez un Guinéen, on vous juge, on vous condamne. Mais lorsqu'un autre, pourvu qu'il soit politique, il refuse même de respecter les institutions républicaines, il refuse de déférer aux injonctions des institutions judiciaires et juridictionnelles. Et vous dites non, pour le convaincre, il faut dialoguer. Pourquoi ne pas appliquer la loi? On n'a pas dit de ne pas appliquer. Alors, quelle est l'opportunité de dialoguer? La loi est en train d'être appliquée. Quelle est l'opportunité de dialoguer? C'est de sortir de la crise. Il n'y a pas de crise en Guinée. Ça, je vous le dis, il n'y a pas de crise en Guinée. Ça, M. Sidegui. L'autre opportunité, vous êtes un politicien averti. Monsieur Azoka, on sait que Monsieur Azoka, très bien, vous savez qu'il y a une crise politique en Guinée. Monsieur Azoka, il y a un parti politique qui ne se comprend pas avec l'État et les institutions. Si c'est ce que vous appelez crise pour les 12 millions de Guinéens, alors c'est que vous êtes en train de rêver. Non, je ne rêve pas, c'est la réalité. Dites-moi, les fondamentaux de l'État, est-ce que le contrôle effectif du territoire de la République échappe à l'État? Non. Est-ce qu'il y a des élèves ou des étudiants qui sont privés d'aller étudier? Non. Est-ce qu'il y a des malades qui n'ont pas accès à leurs liens de soins parce qu'il y a des incompréhensions politiques? Non. Est-ce que le quotidien des administrations est dérangé parce qu'un parti politique n'est pas d'accord avec les résultats nationaux? Non. Donc pour vous, on va rester dans le statu quo ante comme ça. Mais ce statu quo... Vous savez pourquoi les Ivoiriens ont accepté de se rallier? C'est parce qu'ils savent que ce statu quo ante ne peut pas durer. Quand on ne respecte pas la loi, on est infréquentable même par les autres pays et les autres institutions internationales. Donc aujourd'hui, cette opposition, vous avez vu, elle est en train de s'effriter. Combien de partis de l'opposition ont d'abord refusé de reconnaître la Constitution? À l'arrivée, ils l'ont reconnue. Ils ont refusé de participer aux élections législatives. Aux présidentielles, ils ont accepté. Ils ont refusé de reconnaître le président. Il y en a qui l'ont reconnu avant son investiture. Il y en a qui sont en train de le reconnaître. Et vous voulez que le pays s'arrête parce qu'un n'a pas reconnu? Non, personne n'a dit que le pays va s'arrêter parce qu'un n'a pas reconnu. Alors, nous continuons la gestion du pays. Vous savez ce qui doit interpeller les Guinéens, c'est comment aider à relancer les activités économiques dû à la... mais attendez, pourquoi vous êtes émotif? C'est le cas. C'est le coronavirus que les activités sont ralenties. Vous parlez de politique, je vous parle de la politique impacte l'activité économique. Je vous parle de Covid.
Aujourd'hui, les deux liés. Les impacts de l'activité économique guinéenne. Écoutez-moi, vous savez, on ouvre tous les yeux, on voit les mêmes choses, mais vous avez un discours différent. Aujourd'hui, ce qui peut impacter, les effets politiques qui peuvent impacter aux activités économiques, c'est les manifestations. On a mis fin aux manifestations. Et la fermeture des frontières, ça n'impacte pas la fierté. C'est pas une fierté. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est un acte politique. Les États-Unis ont fermé leurs frontières avec le Mexique. Vous dites que le pays est bloqué, ils ont besoin de dialoguer pour ça, c'est pour des questions de sécurité. La Guinée, pour des questions de sécurité, a fermé 3 frontières. Et vous pensez que, et ça aussi c'est les frontières terrestres, les frontières maritimes, les frontières aériennes sont ouvertes. Et vous pensez que la vie de la Guinée va s'arrêter pour ce fait-là, donc il faut qu'on fasse un dialogue national? Vous ne connaissez pas comment se gère. Non, on parle pas de dialogue. Il y a une sorte de personne ne parle de dialogue pour ouvrir les frontières. Écoutez-moi, dans un pays, même si une boutique il y a des producteurs de pommes de terre qui en pâtissent. C'est comme si vous enlevez, écoutez, si vous enlevez une goutte d'eau dans la mer, c'est moins. Quand vous devez faire le calcul comptable, vous dites la mer moins une goutte d'eau. Mais est-ce que ça veut dire que ça va vider la mer? Fermer 3 frontières, ça a bien sûr des impacts considérables. Des impacts considérables. Dites considérables. Peut-être que parce que la recette douanière de ces 3 frontières de pommes de terre aujourd'hui qui sont bloqués. Plus de 80. Que dites-vous des producteurs de pommes de terre aujourd'hui qui sont bloqués? Parlons de statistiques, ne parlons pas de politique. Moi, ce que je dis, vous avez la chance qu'il n'est pas dans la propagande politique. Vous pouvez prendre votre billet d'avion, aller à Paris, mais ce n'est pas donné à n'importe quel commerçant de prendre d'aller prendre ces marchandises-là et les envoyer. Si on parle pour se comprendre, il n'y a pas de raison qu'on ne s'écoute pas. Le plus intelligent, c'est celui qui sait écouter. Quand vous voulez voir l'impact d'une chose, prenez sa proportion dans des statistiques avec des pourcentages. 2% ne peut pas être considéré comme un impact de 100%. Quand même, arrêtez ça. Plus de 80% du flux commercial de ce pays passe par le port de Conakry. Il n'est pas fermé. Je ne dis pas que je me réjouis du fait que les frontières soient fermées. Personne ne va se réduire. C'est ma préfecture. Koundara, c'est chez moi. Mes parents disent ça impacte sur mes parents. Mais quel est l'impact de cet impact dans la sécurité nationale? C'est non considérable. S'il faut fermer 4 frontières pour que nous soyons en paix, on le souhaite. C'est bon pour nous, c'est bon pour tous les Guinéens. On va progresser. Il ne faut pas rentrer il n'y a pas de menace. Ça n'engage que vous ne tenez pas les renseignements généraux. C'est pas vous qui avez les données de la sécurité intérieure. On va progresser. On va progresser aussi. Oui. Ah, vous êtes informé? Oui. Okay. On est dans les secrets de l'État. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Il n'y a pas de menace. Alors, en ce cas, on va progresser. C'est vrai que l'honorable estime que sur le plan du dialogue, il n'y a pas de crise et que rien n'en était. Maintenant, il y a certains qui estiment qu'aujourd'hui... Il y a 2 hommes qui ne se comprennent pas, ça ne doit pas engager le pays. Maintenant, je refuse ça. Alors, ces 2 hommes engagent alors, que dites-vous? Il y a l'un qui est légalement reconnu et l'autre refuse tout. Monsieur le Président, que dites-vous alors sur la question de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Parce que d'autres également estiment que ça pourrait permettre au pays de souffler un peu et de notamment de reconnaître les morceaux de cette Burkina Faso. Alors, on a vu, je pense que jusqu'à présent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas de cette génération qui calcule tout en termes de donne-moi ceci, je lâche cela. Je ne suis pas ce politicien qui bâtit l'essentiel de son combat pour partager des avantages. Un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement pour contenter les institutions politiques et sociales, pourvu que celles-ci se calment. Mais aucun Guinéen n'a le droit de perturber les autres parce qu'il n'a rien obtenu. Donc je suis foncièrement contre un gouvernement de large ouverture, de consensus, de quoi que ce soit. Le président de la République est élu, il lui appartient de choisir l'exécutif. Vous voulez quel type de gouvernement pour nous? Moi, je veux un gouvernement auquel le président assigne des tâches. Le ministre de la Santé doit définir la politique et l'orientation de la santé publique. Ça a été toujours le cas. Écoutez-moi, vous me demandez, vous me coupez. Oui.
Alors, le ministre de l'Habitat doit avoir une politique d'habitat et d'urbanisation de sorte à répondre aux besoins des citoyens. Et le président il fait son budget d'investissement qui n'existe pas malheureusement actuellement, et il fait un budget et le président met les fonds à disposition et on l'évalue. Vous avez vu au temps de Sékou Touré, il y avait le rendez-vous des bilans. À chaque année, à l'arrivée de cette échéance, tous les malhonnêtes gestionnaires avaient des problèmes. Il y en a qui se sont même exilés. Donc ils ont libéré la Guinée de leur nocivité. Alors si le président nomme des gens parce qu'ils savent bavarder, ils savent le flatter, ce n'est pas ce genre de gouvernement qu'on a besoin. Mais s'il met des gens, quels que soient ceux qu'ils sont guinéens, et la loi a dit mettez des Guinéens. C'est le Daleen Diallo au Premier ministre. Ben, ce n'est pas exclu. S'ils acceptent, il n'y a pas de problème. On leur assigne des rôles et ils font leur travail et puis tout le monde est content. Est-ce que si vous étiez à la place de ces gens, vous auriez eu la même argumentation, vous auriez dû développer... Je ne serai jamais à la place... Si vous n'étiez pas député aujourd'hui, si vous étiez dans l'opposition, est-ce que vous allez dire non, je ne suis pas d'accord pour un dialogue, je ne suis pas pour ceci, je ne suis pas pour cela? Je ne vais jamais être à leur place. Pourquoi j'ai quitté à côté d'eux? C'est de ne pas m'identifier à leur position. Quand je dis je me bats pour la loi, je ne la viole pas. Quand je me bats pour fortifier la Constitution, je ne la viole pas à mon avantage. Donc ne me mettez pas à leur place. Ce que je dis, je ne juge pas les personnes. Je juge les faits. Quand les institutions politiques disent le président ne va pas étendre son mandat, il ne va pas faire un troisième mandat, mais eux, ils étendent leur mandat pour la deuxième institution républicaine, je veux que les Guinéens arrêtent de rentrer dans des explications bidons, mais qu'ils voient les faits et qu'ils ne voient pas les hommes. Moi, devant moi, je ne vois pas un homme. Je ne vois pas Alpha Condé, je ne vois pas Cellou Dalein, je ne vois pas Sidia, je ne vois pas Kouyaté, je vois des faits. Si ton parti pose un acte qui viole la loi, alors je le dénonce. Et je n'ai pas vu un homme qui se nourrit d'acide auquel je ne peux pas dire ce que je pense. Vous savez, le respect des institutions commence par le respect des lois. Et le fondamental dans une lutte, c'est d'être la morale de l'idée que tu avances. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, Mohamed, a dit voler c'est pas bon, il n'a jamais volé. Tricher c'est pas bon, il n'a jamais triché. Même il était vendeur, mais les règles strictes de l'islam, il les appliquait à la vente, quitte à ne pas avoir de bonnes recettes. C'est pourquoi l'ensemble de sa façon de vivre constitue aujourd'hui un principe qu'on appelle la sunna. La sunna. Bon, Jésus en a fait la même. Oui, donc pourquoi un être humain qui veut avoir cette vertu et cette dimension religieuse vient dans la politique, il dit non, le président ne va pas étendre son mandat, lui il fait une loi, il dit non, on étend la loi, c'est pas la religion, mais ça a une norme, une valeur, une vertu. Malheureusement, il faut les assumer. On a pour vous, pas de dialogue, pas de d'union nationale. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose à ce que le président mette une équipe à laquelle il donne une mission, il donne les moyens et il les évalue au résultat. S'il ne donne pas le résultat, il les audite. S'ils sont coupables comment on appelle ça? S'ils sont coupables de détournement, il les met en prison et il récupère les biens de l'État. Encore que votre président tarde à nous donner un nouveau gouvernement. Rien ne l'impose à donner un gouvernement et un premier ministre. Il y a un gouvernement, il y a un premier ministre. Il suffit juste que le président mette plus de rigueur dans leur façon de gestion et il les observe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui sont fortement impactés. Ça ne m'étonne pas de la part des politiciens en Guinée. Ça, quand même, on se connaît maintenant. Vous êtes étonné de quoi? On a vu des politiciens qui avaient dit qu'ils sont les griots de Cellou Dalein Diallo. Ah oui, qui vont les griots. Alors, je mets au défi. C'est celui-là qui est traîné dans la bourse. Je vous mets tous au défi de sortir tous les enregistrements que j'ai fait depuis les 10 dernières années et montrez-moi un seul où je me suis contredit. Je vous défie, en fait un défi et relevez le défi. On va le relever. J'ai combattu Alpha Condé dans les dimensions où son équipe violait la loi. Et jusqu'hier à l'Assemblée, puisque le gouvernement, il y a beaucoup de ministères... Déjà, il y a une contradiction dans votre combat. Terminer. En plus, vous nous avez dit... terminer. Non, vous nous avez défié.
vous étiez contre le troisième mandat et vous l'avez accompagné. Vous me laissez terminer. Ça, c'est vous me laissez terminer. Il ne faut pas avoir la volonté de coller vos invités. Écoutez-les. Non, on ne vous colle pas. Non, on ne donne pas non plus la possibilité à nos vous avez défié, on dit que vous avez combattu le troisième mandat et vous avez soutenu. Monsieur Barry dit qu'il ne reconnaît pas. C'est comme si je suis contradictoire avec ce que j'étais hier. C'est contradictoire. Je défie de le prouver. C'est contradictoire. C'est que vous dites dans cette émission. J'ai toujours lutté. Écoutez-moi. Je le dis, mais... Vous avez lutté contre un troisième mandat. Je me suis battu contre le changement de la Constitution. Ouais. On m'a battu régulièrement, on voit, j'obtempère. Je me suis battu contre un troisième mandat. Et je n'ai pas soutenu Alpha Condé pour un troisième mandat. Je l'ai soutenu pour le premier mandat de la 4e République. Non, numériquement, après... Attendez. C'est 3. Non, attendez. Personnellement, après le 1 et 2, c'est le 3. Attendez, c'est sa 3e fois d'être candidat. Mais le 3e mandat, ce n'est pas dans la même République. Ce n'est pas à moi de vous expliquer cette sémantique rudimentaire. Ah non, on comprend pas. On est dans une nouvelle République. Le plan juridique, on est d'accord, mais sur le plan numérique, c'est le 3e mandat. Attendez, vous me posez la question, alors dites-moi que ma question est numérique ou juridique. Là, je vous réponds en fonction de votre juridique ou numérique. Non, mais moi, je vous parle du droit et vous rentrez dans votre technologie. On est pris par le temps et c'est la fin de cette émission. Mais je vais donner également l'opportunité à notre invité de s'adresser à ces téléspectateurs pour le nouvel an 2020. Voilà, pour le nouvel an et puis voilà, votre message d'espoir, hein, parce qu'on sort d'une année 2020 très difficile pour le monde entier, plus particulièrement pour la Guinée. Même si vous croyez que l'économie reste en bonne santé. Je ne crois pas que l'économie reste en bonne santé. Notre économie a connu un coup très dur par l'effet des événements politiques et par l'effet du coronavirus. Et aujourd'hui, il y a un effet qui n'existe plus, les événements politiques. Le pays ne connaît plus de manifestations, donc l'économie reste toujours sous la récession, sous l'emprise du coronavirus. Ce que je souhaite à tous les Guinéens, c'est une très bonne santé et aussi que les Guinéens puissent enfin réfléchir et se poser des questions. Lorsque vous incarnez une morale, vous devez être celui qui ne viole pas les principes de cette morale-là. Lorsque vous défendez les lois de votre République, battez-vous à incarner la personne la plus qui reflète le respect de ces lois. Et notre pays a besoin d'institutions, pas de personnes fortes, pas de compromis, pas de dialogue. Les dialogues, on en a eu 5 au cours de la dernière décennie. Et ces 5 nous ont conduit à des pratiques qui violent nos constitutions, qui avilissent nos institutions. On a vu ici des dialogues imposés à des élus du peuple, des démarches. Alors, soyons des Guinéens, soyons des citoyens, aimons notre pays et respectons nos institutions et nos lois. Et c'est sur ce mot de message du président également député à l'Assemblée nationale de l'honorable Aboubacar Sidiki Diallo que nous mettons fin à ce numéro de l'émission Starcom. J'espère tout simplement que vous avez été servi et que vos désirs et attentes ont été escomptés dans cette émission. On se reprend la semaine prochaine avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Ceci, vous le savez, avec pour mission de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Au revoir.